Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mardi 23 juin 2026. C'est un honneur de vous servir. Votre matinale Bonjour le Bénin prend le pouvoir. Mesdames et messieurs, nous allons continuer cette émission et recevoir notre tout premier invité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une matière que nos élèves connaissent très bien. Voici le tapis pour installer l'invité. Il s'appelle Samuel Dakpogan, il est professeur de philosophie. Eh bien, vous avez compris, mesdames et messieurs, ce matin, nous parlons de philosophie, cette matière qui est au programme en République du Bénin. Comment est-ce que l'on pourrait décoder, aborder et traiter les sujets de philosophie? Eh bien, on va en parler dans cette émission matinale et certainement cela va orienter un tout petit peu ou donner une petite idée à tous les candidats qui sont allés au bac cette année de voir si ils avaient eu les bonnes clés entre griffes, étant donné que la philosophie n'a pas de corrigé type, à bien dire. Monsieur Samuel Dakpogan, bonjour et bienvenue à la maison. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, vous êtes professeur de philosophie. Bien évidemment. Nos jeunes frères, pour ne pas dire nos enfants, sont allés au bac cette année et il y a eu plusieurs sujets. Alors, ce matin, nous avons décidé avec vous de voir un peu quelles devraient être les clés ou bien quelles sont les clés possibles pour aborder ces sujets-là. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Quand on parle de la philosophie, il est important de quand même connaître la méthodologie. Et quand je prends la dissertation, la méthodologie, c'est la clé de voûte. Sans la méthodologie, tu ne pourras rien faire. Parce que la philosophie, ce n'est pas comme l'histoire-géographie. Et même en histoire-géographie, il y a une méthode à suivre. Donc, je pense que si l'enfant, déjà, le candidat a déjà maîtrisé la méthodologie durant les quelques mois, bon, enfin, depuis la seconde, seconde, première, terminale, on estime que l'enfant déjà maîtrise déjà la méthodologie. Donc, quand tu as une bonne maîtrise de la méthodologie, de la dissertation et du commentaire, cela te permet quand même d'avoir une lueur d'espoir et de te dire, bon, voilà, je pourrais quand même m'en sortir, même si je n'ai pas tout à fait compris le sujet de la philosophie. Alors, M. Dakpogan, on va partir sur des exemples concrets. On a des sujets. Prenons par exemple le premier sujet, le sujet 1 de cette première épreuve que je vous demande. On va voir ça ensemble. On dit, la conscience peut-elle être source d'illusion? La conscience peut-elle être source d'illusion? Quand on voit un sujet comme celui-là, comment est-ce que l'on pourrait l'aborder? Alors, merci beaucoup. Par rapport à ce genre de sujet, la première des choses, nous avons déjà enseigné ça à nos apprenants. La première des choses, c'est de souligner les mots-clés qui ont quand même permis de libeller le sujet. Parce que chez nous, en philosophie, on dit on ne peut qu'opiner sur un sujet qu'on a compris. Il faut quand même comprendre les contours et les détours en essayant de faire ce que nous appelons l'étude parcellaire. Ça veut dire la clarification des concepts. Maintenant, quand je prends la conscience, c'est la toute première activité de la classe de terminale. Conscience, liberté, responsabilité. Okay. Donc, la conscience, c'est quoi? La conscience, en réalité, ça vient du latin cum scientia, qui est la faculté par excellence, cum qui veut dire accompagner et scientia qui veut dire savoir. Donc, tout ce qui est accompagné du savoir. Donc, je dirais tout simplement que la conscience, en réalité, c'est la faculté qui permet à l'homme de savoir ce qui se passe en lui et autour de lui. Donc, on dit maintenant renferme divers. On dit la conscience peut-elle être source d'illusion? D'accord. Illusion, c'est quoi? Ça vient du latin illudere, qui veut dire tromperie, prendre pour vrai ce qui n'est pas le cas. Donc, on voit clairement que la conscience, qui est la faculté qui permet à l'être humain de savoir ce qui se passe en lui et autour de lui, peut s'avérer trompeuse. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'enfant doit montrer. En philosophie, on fait toujours le plan dialectique. Ça veut dire quoi? Oui. Tu dis, tu es d'accord, tu expliques le sujet, et juste après avoir expliqué le sujet, tu relèves les insuffisances de ce sujet. Les insuffisances, ça veut dire les limites. Oui. Donc là, maintenant, quand on dit la conscience peut-elle être source d'illusion, premièrement, tu vas montrer d'abord, en expliquant le sujet, montrer que la conscience peut bel et bien être source d'illusion dans la mesure où nous prenons parfois pour vrai ce qui n'est pas le cas. La conscience qui est censée quand même nous permettre de savoir ce qui se passe en nous, on peut prendre pour vrai ce qui n'est pas le cas. Par exemple, je viens ici dans ce studio et j'ai peut-être peur.
où j'ai les mains moites et je tremble peut-être. Je vais peut-être me dire que c'est naturellement comme ça se passe. À la vue des caméras, de tout le dispositif et tout le reste. Voilà, je vais me dire que peut-être vous aussi, vous ressentez la même chose que moi. Or, peut-être ce n'est pas le cas. C'est parce que peut-être ma position est parce que je ne suis pas habitué à ça. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas ériger ça tout de suite comme une règle pour dire, bon, quand tu viens dans un studio, tu auras naturellement peur. Donc, la conscience peut nous amener à prendre pour vrai, ce qui n'est pas le cas. Et il faut savoir également que la conscience se base sur quoi? Sur les organes de sens. Et on peut avoir des troubles optiques et autres et ne pas quand même nous en sortir. Mais d'un autre côté, l'enfant viendra montrer cependant qu'en réalité, que la conscience, qui est la faculté qui permet à l'homme de savoir ce qui se passe en lui, qui le permet de faire ce que nous appelons l'introspection. C'est ce qu'appelait Descartes. Descartes dit « je pense donc je suis ». C'est la faculté qui permet à l'homme d'exister. Et Hegel pour dire que c'est la faculté qui permet à l'homme d'être au-delà, d'être élevé au-delà du règne animal. Donc cette faculté, en réalité, qui a permis à Descartes, à travers le doute méthodique, ne pourra quand même pas s'avérer être une source d'illusion. Parce que c'est ça qui a permis à Descartes de connaître en réalité qu'il existe. Parce que c'est la faculté par excellence qui permet à l'homme de savoir ce qui se passe en lui, d'être plus ou moins conscient en toute lucidité. C'est ça qui permet à l'homme d'être responsable et d'être libre. Donc, on ne pourra pas quand même, de notre côté, l'enfant doit montrer qu'on ne pourra pas quand même dire que cette faculté qui est la faculté par excellence, la faculté mère, qui permet à l'homme de savoir ce qui se passe en lui, autour de lui, qui l'élève au-delà des animaux, on pourra considérer cela comme une illusion. C'est peut-être jeter des pierres à Descartes. Voilà. Et donc, le sujet, chacun l'aborde selon sa compréhension de la chose, naturellement. Bien évidemment, c'est ça qui fait de ce sujet un sujet philosophique en réalité. Donc, que les enfants et les candidats n'aient pas peur, parce que quand on dit un sujet philosophique, il n'y a pas de corriger-type. On suit simplement le canevas, un canevas. Il y a quand même le minimum. Je voudrais rappeler que le but de cette émission, ce n'est pas de faire le médecin après la mort, mais plutôt de voir un peu quelles sont les attentes, quelles pourraient être les attentes possibles des candidats au bac, comment est-ce qu'ils ont pu, ou bien ils auraient pu aborder ces sujets-là. Alors, M. Dapogan, on a fini avec la conscience. J'aimerais bien qu'on aille sur le terrain de l'obligation. Il y a un sujet c'est toujours le sujet 1 de la deuxième épreuve que nous avons choisi. L'obligation de faire mon devoir m'empêche-t-il, ou bien m'empêche-t-il justement d'être libre? L'obligation de faire mon devoir m'empêche-t-il d'être libre? Quand on dit obligation, en réalité, c'est ce qui est imposé. C'est un devoir imposé. Maintenant, liberté, c'est quoi? Liberté vient du latin libertas, qui veut dire la capacité d'agir selon sa propre dictée. Le fait de ne pas être sous l'emprise de qui que ce soit. La volonté de faire ou de ne pas faire quelque chose. Donc, on voit qu'il y a un contraste là. Donc, directement, quand on dit l'obligation de faire mon devoir m'empêche-t-il d'être libre, c'est carrément clair. C'est clair parce qu'on voit clairement que, premièrement, l'enfant doit montrer que le fait de m'obliger à faire telle ou telle action me restreint. Ça restreint ma liberté, ma capacité de choisir. On est d'accord? Parce que quand on t'oblige, on ne te donne plus la possibilité de choisir. Et quand il n'y a pas choix, alors il n'y a pas liberté. Donc l'enfant doit montrer premièrement que lorsqu'on m'oblige à faire quelque chose, lorsque par exemple j'ai envie de faire, peut-être je suis pressé, je suis peut-être en retard par rapport à tel ou tel programme, et voilà, le feu rouge s'allume. Imaginons que vous, en venant sur ce plateau ce matin, vous êtes en retard, ce qui n'a pas été le cas, hein? C'est un exemple, et que vous arrivez au carrefour et le feu est rouge. Voilà. Avant que l'émission a démarré ici. Normalement, je suis pressé. Et pour ma liberté, je vais dire, bon voilà, pour sauver mon honneur, je peux brûler le feu. Et quand je brûle le feu, là, c'est que je suis en infraction. Donc, ça me restreint. Ça ne me permet pas d'être quand même libre. On est d'accord? Donc, d'un autre côté, l'enfant viendra montrer que, bon, la liberté, on peut être libre indépendamment des déterminismes. Comme l'a dit Jean-Paul Sartre, on a longuement expliqué ça en situation de classe. Jean-Paul Sartre l'a dit, il dit, l'homme est libre, l'homme est liberté. Il n'a rien. Il dit, il n'a rien, aucun déterminisme, même pas Dieu, pour empêcher l'homme d'exercer sa liberté. Car l'homme est libre, l'homme est liberté, que la liberté est l'étoffe de mon être. Et puisque la liberté est l'étoffe de mon être et que la liberté n'est pas venue se rajouter à moi,
alors je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux et comme je le veux. On est d'accord? Donc, il n'y a pas de devoir ou d'obligation morale qui viendra me restreindre ma liberté parce que l'homme est naturellement libre. Voilà. Mais quand on transpose un tout petit peu, puisque je sais qu'en philosophie, il faut aussi donner des exemples Bien quand évidemment. on fait ces démonstrations. Quand on transpose un tout petit peu ce sujet dans le champ politique, par exemple, je suis président de la République, je vous nomme à la tête d'une institution de la République censée être une institution de contre-pouvoir, vous êtes un ami, vous êtes un proche, vous êtes quelqu'un en qui j'ai confiance, je vous nomme à la tête de cette institution. Vous avez l'obligation d'être exemplaire à la tête de l'obligation. Oui. Que devienne alors votre liberté d'être mon ami et de me rendre peut-être des comptes? Bon, merci beaucoup. Je dirais avec Rousseau que Rousseau dit « Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence ». Et puisque nous sommes des êtres, des animaux politiques, comme l'a dit Aristote, nous devons vivre avec nos semblables. Il est impératif, il est obligatoire que chaque citoyen puisse savoir que dans une société, je dois quand même non seulement pas me priver de ma liberté, mais je dois quand même mettre ma liberté de côté, histoire d'assurer la liberté des autres. Et donc, quand je suis dans une société, je me dois de respecter à la lettre. Parce qu'on dit, toute liberté qui n'est pas quand même, qui ne prend pas en compte la vie des autres, qui ne prend pas en compte également la liberté des autres, est éphémère. Donc, si par exemple, vous m'avez nommé et que je dois pas, je pense que je peux faire ce que je veux quand je veux, venir au boulot quand je veux, je risque d'enfreindre non seulement à la liberté de tout chacun, du personnel, mais également, je risque également de corrompre, c'est-à-dire les résultats et autres, parce que je me dis que je fais ma liberté. Mais oubliant que je suis un être sociable et donc je dois vivre en société avec mes semblables. Donc je suis obligé de respecter quand même ce détail-là. Alors, les candidats qui nous suivent en ce moment, ou bien qui ont été au bac naturellement, et qui ont abordé ce sujet, est-ce qu'il y avait, par exemple, des exemples types qui auraient pu frapper le professeur ou le correcteur que vous êtes? Bien évidemment. Par exemple, là où l'enfant commence par expliquer pour dire l'obligation de faire mon devoir m'empêche-t-il d'être libre? Premièrement, il peut montrer, premièrement, avec des exemples pour dire que quand je me mets à accomplir un devoir, ce n'est pas tous les devoirs, parce que, par exemple, il y a des lois arbitraires. C'est vrai, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais lorsque la loi se met à respecter, c'est-à-dire lorsque la loi est taillée à la mesure d'un certain nombre de personnes et que c'est d'une manière ça correspond à un groupe de personnes, là, on ne peut plus respecter ça à la lettre parce que ça nous prive de notre liberté. Et vouloir faire cela, c'est soi-même être corrompu. Donc, l'enfant peut montrer, avec des exemples palpables, peut montrer que lorsque la loi devient plus ou moins, peut-être la loi c'est une loi caduque, je me dois quand même de passer à côté de ça. Lorsque, par exemple, on me dit, le chef de l'État prend, ou bien les parlementaires votent une loi pour dire, tous ceux qui sont garçons peut-être dans ce pays, il faut tous les tuer. Exemple. Je ne peux pas, parce que ça apporte atteinte à ma dignité. Et à l'intégrité de l'être humain que vous êtes. Justement, donc je ne peux pas en réalité me laisser avoir, ça restreint carrément, ça m'empêche d'être libre. Donc je peux carrément passer à côté de cela. Donc, bon, il y a plusieurs, les exemples sont légion. Hein, les exemples sont légion. De l'autre côté également, il peut montrer que l'obligation d'accomplir mon devoir ne m'empêche pas d'être libre parce que dès que j'accomplis mon devoir, ça me permet quand même d'avoir mon droit et ça permet quand même de respecter la société dans laquelle je vis. D'accord. Alors, nous parlons donc, mesdames et messieurs, de philosophie ce matin, de ces épreuves et surtout de ces sujets à aborder dans les différents examens et principalement au bac. Nous donnons des exemples ce matin. Nous allons partir sur un troisième sujet, le sujet 1 de l'épreuve 3. Faut-il se fier à l'expérience? Faut-il se fier à l'expérience? Ce sujet, en réalité, c'est mon coup de cœur de ce bac. Ah oui? Parce que le sujet exactement, série D, c'est pour les scientifiques C et D. Exactement ce même sujet était venu l'année dernière. Même série. Sujet 1 également. Mais formulé autrement. Donc, quand on parle de l'expérience, le sujet, en réalité, cadre avec le programme de la première, la situation d'apprentissage numéro 3, intitulé « La connaissance ». Et déjà en première, on a parlé des mots, des moyens de connaissance. Il y a plusieurs mots, des moyens, surtout les moyens d'accéder à la connaissance. On a l'expérience, on a les sens et on a également
la raison. Maintenant, on se demande, faut-il se fier? C'est-à-dire, se fier, c'est est-ce qu'on peut jeter foi et crédibilité à l'expérience? L'expérience, c'est quoi? C'est l'ensemble des connaissances que l'on acquiert par la pratique, par l'observation répétée. Donc, on se demande si on peut se fier entièrement à l'expérience. Premièrement, l'enfant viendra montrer que, en expliquant, je vous ai dit qu'il faut commencer forcément par analyser le sujet. Oui. Donc, l'enfant va montrer premièrement que l'on peut, c'est-à-dire l'on peut jeter foi et crédibilité à l'expérience parce que l'expérience, en réalité, c'est ce moyen-là qui nous permet quand même d'aller au contact. C'est le concret en réalité, c'est le vécu. C'est une capitalisation de ce que nous avons vécu. Justement, c'est une capitalisation de ce que nous avons vécu. Donc en réalité, on peut se fier facilement à ça parce que ça ne peut pas s'avérer être source d'illusion. On est d'accord? Donc parce que quand tu te fies à l'expérience en réalité, c'est le prolongement, la phase pratique même de nos organes de sens. On est d'accord? Parce que tu as capitalisé pendant un bon moment de l'expérience dans un domaine, tu as vécu telle ou telle situation. Donc, tu pourras quand même t'extérioriser. C'est une connaissance que tu as acquise. Donc, l'enfant va montrer premièrement qu'on peut bel et bien se fier à l'expérience. Mais d'un autre côté, il va dire qu'il va montrer les insuffisances de cette thèse en montrant que, ah non, l'expérience peut s'avérer trompeuse parce que l'expérience, en réalité, se focalise sur les organes de sens. Et les organes de sens ne sont pas tout le temps entre griffes et quand même ne permet pas tout le temps d'accéder à la vérité. D'accord? Par exemple, je quitte Cotonou à 13 h et je veux me rendre sur Porto-Novo. Et donc, en circulation à 13 h, je vois sur le goudron de l'eau. De loin, quoi. Oui. Je vois de l'eau. Je peux me dire que voilà, il y a de l'eau. Parce que j'ai fait l'expérience, je me suis dit, quand il n'y a plus, naturellement, il doit y avoir de l'eau. Il doit y avoir des eaux stagnantes. Justement. Donc, quand je vois ça, en même temps, je peux me dire, bah, c'est qu'il n'y a eu plus. On est d'accord? Donc, ça, en réalité, ce que, peut-être à 13, c'est à cause du reflet du soleil. C'est ce qu'on appelle le mirage. Justement. Donc, je vais voir ça, je vais me dire, ah ben non, il pleut. Oh, en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, les sens, en réalité, qui sont en réalité la base, même le soubassement même de l'expérience, peuvent être trompeuses. Et donc, il faut aller au-delà. Donc, l'enfant va montrer que, hormis l'expérience, il faut quand même faire preuve de raison. Parce que c'est la raison qui permettra de dire, bon, mais il ne pleut pas, il fait soleil. Donc, en réalité, je ne peux pas... Ce que je vois au loin n'est pas forcément de l'eau. C'est ça, n'est pas forcément de l'eau. Ce n'est pas conforme à la réalité. Donc, c'est ça. Alors, M. Dakbogan, dans la tradition africaine, on a aussi des sources d'expérience. Est-ce que, quelque part, l'expérience de l'un peut bénéficier à l'autre ou bien peut être un handicap à l'autre? Je vous donne un exemple. Oui. Dans l'une de ses chansons, le célèbre artiste béninois Alec Beraou racontait l'histoire de la tourterelle qui, voulant faire son nid, a choisi l'arbre, n'importe quel arbre. Alors, le devin de la cité lui dit « Non, cet arbre-là n'est pas bien. Il ne faut pas mettre ton nid là-dessus parce qu'il pourrait y avoir grabuge. » La tourterelle qui dit « Ben non. » Quand je suis allé chez le devin, il a pris mes sous, et il a fait ses sacrifices, il a raconté du n'importe quoi. Oublions-le, et la tourterelle est allée faire son nid sur l'arbre non indiqué. Sauf que, en allant au marigot, les femmes du devin passaient sous l'arbre pour aller au marigot. Et une fois sous l'arbre, la tourterelle chante en disant « Oh, les femmes du menteur devin sont en train d'aller au marigot. Regardez, elles ont un mari menteur. » Et puis, au retour, les femmes faisaient le point à leur mari. Le devin dit « Ne vous en faites pas. Quand le temps viendra, il comprendra ce que je lui ai dit. » Et puis, il est arrivé un moment où un orage s'est préparé. La nature est devenue sombre et puis la pluie a véritablement commencé. Et l'orage a emporté et le nid et les oisillons et la tourterelle a tout perdu. L'expérience du devin qu'il voulait mettre à la disposition de la tourterelle a choisi de ne pas écouter. L'expérience de l'un peut-il être bénéfique à l'autre? Bien évidemment, l'expérience de l'un peut bien évidemment être bénéfique à l'autre parce que peut-être, par exemple, c'est pourquoi on dit, Jean Plial l'a dit, hein, c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Je peux peut-être, par exemple, moi j'ai fait peut-être des erreurs par le passé, je ne peux pas permettre à mon frère de tomber dans ces mêmes pièges. Je pourrais lui dire, ah non mon frère, quand tu fais ci, si tu fais ça, tu auras peut-être mal ou bien ça sera pour peut-être t'aider. Donc, mais ce n'est pas dans tous les cas. On est d'accord parce que... Dans le cas évoqué, le devin s'est fié à son expérience, à lui, l'expérience que la tourterelle n'a pas encore faite.
Oui, bon, lui, dans ce cas, on pourra dire que l'expérience de l'un peut quand même être bénéfique à l'autre. Et c'est clair dans ce cas. Mais d'un autre côté, on dit l'être humain est unique en son genre. C'est comme l'étudiant qui me dit, par exemple, que c'est comme mon élève l'année dernière qui me fait comprendre que lui, après son baccalauréat, il n'aimerait pas faire l'université parce que son cousin a fait l'université et au soir de la licence, il n'a quand même pas trouvé quelque chose, il est à la maison. À cause de ça, lui ne veut pas faire l'université. Je dis, mais non. Il se fie à l'expérience de son cousin. De son cousin. Or, chaque être humain est unique en son genre. Et peut-être le malheur de l'autre peut être le bonheur de l'autre. Donc, je lui ai dit, bon, non, vas-y, va faire. Quand même, tu auras pour toi ton expérience. Et c'est ton expérience, tu pourras quand même dire, bon, voilà, certes, les gens ont fait, ils n'ont pas pu, mais moi, je l'ai fait et j'ai pu. Donc, d'un autre côté, on pourra voir que l'expérience de l'un peut ne pas être érigée en règle. Et nous sommes là en pleine philosophie. Il n'y a pas de règle absolue. Justement. Monsieur Dakpogan, merci beaucoup. On a évoqué ces sujets-là. C'est vrai que sur les épreuves, il y a des commentaires philosophiques à faire, mais les tests sont tellement longs qu'on va épuiser nos minutes sans le savoir. Alors, quand on va faire un peu un résumé de ces 3 sujets que nous avons abordés, quelles sont les clés essentielles qui auraient pu servir à quelque chose pour les candidats et à quoi peuvent-ils s'attendre d'une manière ou d'une autre, quand bien même, nous reprécisons sur ce plateau, qu'en matière de philosophie, il n'y a pas de corrigé-type. Je dirais que je vais quand même dire aux candidats d'être sereins, parce qu'ils ont déjà faire l'essentiel, de ne pas se dire que, bon, voilà, je n'ai pas pu faire telle ou telle chose, parce qu'ils ont dit, je ne suis pas dans le cadre, donc ils n'ont qu'à rester sereins. Parce que nous, à la correction, qu'est-ce qui se passe? On suit la logique de l'enfant. Le plus important, c'est la méthodologie. Et je le dis, quand tu maîtrises la méthodologie, c'est que tu as quand même la possibilité, parce que quand tu connais déjà la route, c'est que tu as la possibilité quand même de t'en sortir victorieux. Donc, il n'y a pas de corrigé-type en philosophie. Par rapport à ces sujets, c'est des sujets qui sont à la portée du candidat moyen. Je le dis et je le répète, c'est à la portée du candidat moyen, de celui-là qui a régulièrement suivi les cours en terminale. Et donc, je vais leur dire tout simplement, et je lance l'appel également aux candidats, c'est-à-dire ceux qui sont en première, qui passent en terminale, de savoir que la méthodologie, que ce soit en commentaire, qu'en dissertation, il faut impérativement maîtriser la méthodologie. Et quand tu maîtrises la méthodologie, va t'asseoir, ce qui est sûr, l'enseignant n'est pas un rebelle. Il n'ira pas à la correction. Après tout, nous sommes des enseignants, nous sommes également des éducateurs et des parents. Donc, on n'ira pas à la correction avec des gourdins, des bâtons pour pouvoir lyncher pour saquer les enfants. Justement, donc qu'ils aient quand même confiance. Tout se passera bien. Déjà le lundi, la correction commence et donc voilà, tout se passera bien. Alors, M. Dakpogan, c'est vrai que pris dans les tourbillons de la vie de tous les jours, les adultes vont et viennent et parfois ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour disserter, pour réfléchir à des sujets philosophiques, à des sujets de la vie. Est-ce que ces épreuves qui sont destinées à nos enfants pourraient quand même être des éléments de réflexion pour les adultes? Bien évidemment. La philosophie, d'ailleurs, c'est pour les adultes d'une manière ou d'une autre. Parce que pourquoi on ne commence pas ça? On ne commence pas la philosophie depuis la 6e. On commence ça à partir de la seconde. Donc, en réalité, la philosophie, c'est comme me disait l'un de mes enseignants quand j'étais à l'université. Il dit, quand tu finis la composition d'une épreuve de philosophie, tu dois sentir que tu as grandi d'une manière ou d'une autre. Parce que ça te permet quand même de transcender, de voir la vie autrement, d'appréhender la vie autrement. On est d'accord? Donc, les parents qui sont là, par exemple, quand on dit, faut-il se fier à l'expérience? Un parent tu peux facilement discuter par rapport à ça. Ça peut te permettre quand même, ça peut te donner, voilà, ça peut te permettre quand même de mieux voir le monde. Autrement, ça peut te permettre également d'avoir ce que nous appelons, qu'est-ce que je vais dire, d'avoir quand même de quoi, c'est-à-dire discuter avec tes enfants à la maison. On peut discuter à table. Ça pourrait être un sujet en famille, on cause avec les enfants. Justement. Les parents souvent qui disent, bon, écoute, hein, quand moi j'étais élève comme toi, j'avais toujours 20, j'avais toujours 18 en classe. C'est ça. Donc, l'enfant, c'est pas des sujets où on dit, c'est pas des sujets à dormir debout. J'aimerais quand même que tout le monde puisse savoir que quand on parle de philosophie, bon, en griffe, hein, on a tout le temps jeté des discrédits par rapport à la philosophie. On dit, même il y a des enfants, même avant de venir en seconde, on les a tout le temps mis dans la tête que quand on dit la philosophie, c'est pour les fous, c'est pour les malades, c'est pour des gens qui réfléchissent trop. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est des faits de notre vécu, de notre quotidien. On est d'accord? Donc, le philosophe, en réalité, ce n'est pas celui-là qui... Tout le monde est appelé à philosopher.
Et même le fait de dire non, je ne veux pas philosophie, c'est faire de la philosophie. Parce que la philosophie, en réalité, c'est la vie courante. Hein. C'est ce que nous vivons chaque jour. Ne pas choisir, C'est également un choix. C'est ça. Et donc, on vous avait parlé d'ici de Descartes. Descartes, quel rang, quelle place occupe-t-il dans la vie des philosophes? Aujourd'hui, Descartes est en réalité l'un des penseurs de la période moderne. On est d'accord? Il est venu révolutionner l'époque moderne parce que Descartes est intervenu juste après le Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, on dit que la foi est devenue la raison est devenue le antilat de la foi. Ça veut dire quoi? La raison est devenue la servante de la foi. Parce qu'au Moyen-Âge, c'était l'Église qui battait son plein. C'était le dogme. Le dogme, voilà. Donc Descartes est venu juste après la période de la Renaissance pour montrer quand même que nous pouvons, juste après Kant, pour montrer que nous pouvons utiliser notre propre entendement. Nous pouvons faire preuve de rationalité. On est d'accord? D'ailleurs, c'est un rationaliste absolu qui dit que c'est tout ce qui émane de la raison qui est juste. Et il dira, pour clôturer, le bon sens est la chose la mieux partagée. Justement, que le bon sens est... Apparemment, vous êtes aussi un philosophe. En tout cas, j'ai fait le bac A1 et ce n'est pas pour me déplaire. Voilà. Donc, il dira que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée dans le discours de la méthode, où il montrera que la raison est égale en tous les êtres humains. On est d'accord? C'est égal en tous les êtres humains. Donc, aujourd'hui, René Descartes, c'est l'un des philosophes de la période moderne qui a révolutionné d'une manière ou d'une autre cette époque et qui nous a permis quand même de faire preuve de dialectique aujourd'hui. Monsieur Dapogan, Oui. Est-ce que vous savez désormais que vous êtes membre de la famille et que ici c'est votre maison? Oui. Allez, vous allez revenir quand vous voulez. D'accord. On va toujours philosopher, pourquoi pas, aborder des sujets de la vie. Ça va être certainement un régal pour les téléspectateurs, je suppose. Je suppose également. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir répondu à notre appel et d'avoir éclairé la lanterne des uns et des autres d'une manière ou d'une autre. Mesdames et messieurs, on va prendre congé de notre invité, M. Samuel Dapogan. On marque une pause et on vous revient. Pour une femme enceinte, bien se nourrir, c'est prendre soin de son bébé dès le ventre. Dans nos villages et nos villes, les aliments locaux regorgent de richesses nutritionnelles. Manger varié et équilibré, du maïs, du mil, du manioc ou du riz pour l'énergie. Des légumes verts comme l'amarante et le moringa. Des fruits de saison comme la papaye et la mangue. Ajoutez à votre assiette des protéines, du poisson, des œufs, des légumineuses comme le niébé. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau et à consommer du lait ou du fromage. Évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou transformés. Une maman bien nourrie, c'est un bébé en bonne santé, prêt à affronter l'avenir. Mangez local, mangez équilibré pour offrir à votre enfant un bon départ dans la vie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage.
en location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Retour au plateau, mesdames et messieurs, pour parler des événements qui nous rassemblent et qui nous ressemblent dans notre pays. Voici événement à la une. Nous parlons depuis hier de cette émission qui vise à challenger le monde de l'entreprise et des entrepreneurs. Le succès en direct. Succès en direct, Patrick Djossou, on en parle ce matin avec l'expérience d'une Béninoise. Oui, l'expérience d'une Béninoise qui a participé à cette émission. Et on va parler de cette expérience, on va parler de son parcours, comment elle a pu accéder à cette émission, comment elle a pu challenger elle-même les résultats, et puis on va parler un peu de son activité, d'entrepreneur. Alors, avant de commencer, avant d'aller directement sur notre invité, Primaël Dosiovo, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Vous êtes entrepreneur, vous êtes une entrepreneur avec milieu béninoise. Et entrepreneur, vous avez participé à cette émission. Il y a un sage qui parle souvent durant l'émission et qui parle aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs. On va suivre le sage et on va revenir vous voir tout à l'heure. Aujourd'hui, notre sage Alain Kouadio, qui a fait ses preuves dans le secteur immobilier, nous partage ses secrets. Sage, vous qui avez été élu jeune entrepreneur avant de devenir l'homme que vous êtes aujourd'hui, quel est votre regard sur la jeunesse actuelle? On dit souvent la génération d'avant considère qu'elle a toujours mieux fait que la génération d'après. On n'aime pas la nouvelle musique que nos enfants écoutent, on n'aime pas les nouvelles distractions, voilà, c'est naturel. Moi, je ne suis pas de cette école, donc rien ne m'inquiète. Je veux rester sur le plan de l'entrepreneuriat. Ma génération, lorsque nous étions à l'université, on rêvait tous de devenir des directeurs généraux des grosses entreprises. Et moi, à mon époque, d'ailleurs, le président Alassane Ouattara était un de nos modèles. On voulait tous avoir ce brillant parcours qu'il a eu. Et donc, quand on prenait 100 personnes de ma génération, il y a une seule personne qui pensait aller à entreprendre. Et cette personne était considérée comme, je dis, comme une personne pas normale. Et aujourd'hui, quand je regarde notre jeunesse, l'ambition d'entreprendre est aussi forte que l'ambition de devenir salarié demain. Donc c'est une jeunesse qui m'inspire sécurité, quiétude, en disant que la relève est assurée. Merci à notre sage pour ses propos édifiants.
Retour plateau donc après les propos du sage, qui est une séquence de cette émission, Patrick Diosso. Oui, c'est une séquence de cette émission. C'est une émission qui permet de challenger, comme on l'a dit tout à l'heure. On a eu la première saison, la deuxième saison, c'est pour bientôt. Et pour cette deuxième saison qui va commencer très bientôt, on a commencé à parler de l'émission directement sur l'émission Bonjour le Bénin. Et hier, on avait reçu le cofondateur. Aujourd'hui, on est avec une entrepreneure, je le disais tout à l'heure. Elle s'appelle Primaël Dosiovo et elle a participé. Mais comment cela a commencé? Dites-nous, racontez-nous comment cela a commencé. Qu'est-ce qui vous a permis de candidater ou d'être candidate à cette émission? Ok, merci. J'ai découvert en fait l'offre sur LinkedIn. Okay. J'ai vu l'offre sur LinkedIn et dans la période, on était au tout début de mon programme et j'aime tellement le dire, on fait du bon travail, mais il y avait la visibilité qui nous manquait pour avoir de l'impact. Donc quand j'ai vu l'émission, j'ai vu que c'était une opportunité. J'ai fait des recherches, je suis allée voir leur page Instagram et j'ai découvert un peu les baobabs. J'ai pu voir Massalin Gradel, des investisseurs qui m'ont inspiré. Alors je me suis dit, il faut que tu postules. Donc j'ai postulé, c'était en juillet si je ne me trompe pas. Et après ça, il y a eu une période d'attente. En octobre, comme ça, on a reçu un mail de convocation à un entretien. On a effectué l'entretien et en septembre, j'ai reçu le mail de félicitations que je suis sélectionnée pour participer à l'émission. Et cela s'est passé hors du Bénin? Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui. Et vous êtes partis, l'accueil, tout ça ensemble, comment cela a été? Bon, après le mail de félicitations, il y a eu les procédures administratives, tout a été pris en charge. On est parti en Côte d'Ivoire et il y a eu des sessions de formation, de préparation pour le pitch devant les baobabs et il y a eu le tournage même. C'est quoi les baobabs? Oui. Les baobabs? Bon, déjà, en Afrique, on voit le baobab comme un symbole de sagesse, de solidité, et c'est vu aussi comme un repère. Et les baobabs de Succès en direct portent tellement bien ce nom, parce que ce sont des personnes qui sont denses intellectuellement, financièrement et en matière d'expérience. Et ces baobabs-là sont prêts à investir dans une vision, dans un projet. Vous voyez, l'investissement dont nous parlons est financier, ça peut être aussi un partage de réseaux stratégiques. Voilà. Alors, Primaël Dosiovo, Oui. pour avoir participé à cette émission, qu'est-ce que cela a apporté dans votre vie d'entrepreneur? Ok, déjà, je tiens à préciser que mon passage n'a pas encore été diffusé, donc je n'ai pas forcément tous les éléments pour répondre concrètement à ça. C'est après la diffusion, je pourrais dire oui, le regard des gens a changé. J'ai eu beaucoup plus de clients, de personnes intéressées par mon programme, etc. Mais intérieurement, je peux vous dire qu'après l'émission, ma vision de l'entreprise, elle a grandi. Mes réflexions aussi sont devenues plus fines, plus pointues. Voilà. Oui, Merci. la diffusion s'est produite pour le 3 juillet, je crois. Le 3 juillet, oui. Le 3 juillet, donc c'est dans quelques jours. Dans quelques Alors, jours. mais avant cette diffusion, dites-nous, vous avez parlé de quoi? C'était quoi votre activité? Mon activité, je l'ai nommée Prime Fit et Fière. C'est un programme de perte de poids via des méthodes saines et durables. Je mets Perte dans de méthode, poids. oui, Oui. dans méthode saine et durable, rééquilibrage alimentaire et sport. Et nous sommes une équipe, aujourd'hui on fait 4 personnes. En plus de moi, il y a un médecin généraliste, il y a 2 nutritionnistes. Voilà. D'accord. Alors, perte de poids, c'est déjà à partir d'une expérience personnelle ou bien vous avez regardé quelqu'un qui a perdu du poids et vous avez imaginé comment cette personne a pu aller au-delà de son poids enveloppé? Okay. Non, c'est parti d'une expérience personnelle. J'ai perdu moi-même 22 kilos. 22 kilos, oui. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Quand j'ai partagé mon expérience sur les réseaux, il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées, qui me demandaient de l'aide et tout. Donc, Comme on le voit à l'antenne, en janvier 2024, vous faisiez 88 kilos. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous passiez de 88 kilos à cette silhouette que nous avons avec nous sur le plateau? Comme je l'ai dit, j'ai utilisé des méthodes saines. Il y a eu le rééquilibrage alimentaire et le sport, tout simplement. Donc, le rééquilibrage alimentaire, c'est une composition d'assiettes où il y a une portion de légumes, il y a des féculents et il y a des protéines maigres. Voilà.
De 88 kilos à combien? Aujourd'hui, 65. Hein. Oui, 22 kilos, c'est beaucoup. Bon, alors, donc voilà. Et vous pensez que participer à cette émission peut donner de la visibilité aux entrepreneurs béninois, même si vous avez la visibilité n'est pas encore totalement concrète parce que l'émission n'est pas encore diffusée. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de réalité, cette idée de visibilité pour les entrepreneurs béninois? Je vois que même si l'émission, mon passage n'a pas encore été diffusé, je suis ici. Et c'est grâce à l'émission. Donc ça, c'est déjà une visibilité. C'est grâce à ça que vous avez découvert Prime Fit et Fier aujourd'hui. Maintenant, à part ça, quand mon passage sera diffusé, il y aura forcément une certaine plus de visibilité. Maintenant, si je veux parler de l'impact ou bien de succès en direct dans la vie des entrepreneurs au Bénin, je vous dirais que c'est une émission qui met en lumière les porteurs de projets, les développeurs de solutions, les innovateurs. Donc, c'est forcément positif pour les entrepreneurs. Et dans le contexte béninois, ça l'est encore plus parce que nous avons ces talents-là au Bénin. Oui. Et vous avez pu avoir des partenaires là-bas, des partenaires, je dirais, financiers. Vous avez pu rencontrer de nouvelles personnes avec ce déplacement en Côte d'Ivoire? Bien sûr, bien sûr. Déjà, avant le tournage, on était réunis entre entrepreneurs de divers pays. Il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Congo, le Gabon, le Sénégal, le Cameroun. Et entre nous, déjà, il y avait partage d'expériences. Actuellement, on est tous en contact, vous voyez. Et à part ça, il y a eu les baobabs. Et durant le process aussi, on a rencontré des partenaires au niveau des banques. Je crois que si je ne me trompe pas, AFG Bank. Et vraiment, c'était une expérience qui était très riche. Il y a eu aussi de la formation. D'accord. Oui. Donc, il y a eu du réseautage, comme réseautage, on le dit dans votre jargon. Oui, un grand réseautage. Alors, un mot de la fin pour conclure cet entretien. Qu'est-ce que vous direz? Participation, vous avez envie de participer à une autre saison si vous en avez occasion ou bien c'est bon l'expérience? Si j'en ai l'occasion, je vais y participer encore. Oui, maintenant, à un entrepreneur qui me regarde aujourd'hui, qui se demande s'il faut participer ou pas, je lui dirais, si vous avez une solution qui résout un problème, si vous avez une vision sur le long terme, si vous voulez construire quelque chose de durable, n'hésitez pas, sortez de l'ombre, postulez. Parce que peu importe l'issue, on gagne. C'est ça. Oui. Et donc, merci. Visibilité, communication, il faut se faire voir et faire savoir ce que l'on fait. Exactement. Oui. Allez, merci beaucoup, Primaël Dossouovo, d'être passé sur ce plateau. On continue de vous souhaiter plein succès. Merci beaucoup. Allez, merci. On va prendre congé de Primaël Dossouovo qui va céder sa place à un autre invité. Un invité, et avec cet invité, nous parlerons théâtre, nous parlerons d'une figure emblématique du théâtre à qui on rend hommage. Oui, une figure emblématique du théâtre. Vous savez, le professeur Pierre Méné-Ouillon, c'est quelqu'un qui a fait sa thèse sur le théâtre. C'est une personne qui s'intéresse au théâtre depuis des lustres et qui s'est spécialisé. Bon, je ne vais pas trop en dire. Celui qui va en parler, c'est le professeur Raphaël Yebou. Il est enseignant à l'université d'Abomey-Calavi et il est avec nous. Il est le président du comité d'organisation du colloque en hommage à Pierre Méné-Ouillon. Bonjour, professeur. Bonjour, cher ami. Professeur Yebou, bienvenue à la maison. Mais merci, je suis heureux d'être ici. Alors, hommage à titre anthume, pas posthume. Oui. Pourquoi? Mais écoutez, je suis très heureux d'être ici pour parler de ce sujet-là, parce que généralement, nous attendons le dernier moment pour tenir le discours dithyrambique funèbre devant un corps. Pour ne pas dire funeste. Bon, vous voyez. Alors que du vivant de la personne n'a pas pris le temps de s'intéresser à elle pour lui dire tout le bien qu'on pense d'elle. Nous devons changer ce paradigme et commencer à célébrer les gens de leur vivant, à dire à ceux que nous aimons combien nous les aimons, à ceux qui nous sont chers, à quel niveau ils nous sont chers, pour que de leur vivant, ils bénéficient des avantages liés à leurs travaux, les reconnaissances, les gratitudes. Nous devons apprendre à nous-mêmes d'abord et apprendre à nos enfants à reconnaître la valeur des combattants, la valeur des génies, la valeur des héros. Il ne faut pas attendre la mort pour commencer à célébrer les gens. Et c'est ce qui vous a décidé à rendre hommage au professeur Pierre Méné-Ouillon. Oui. Qui est Pierre Méné-Ouillon?
Le professeur Pierre-Médée Roignon, c'est un enseignant de haut niveau, un éducateur de renom qui a contribué à la formation de nombreux cadres au Bénin, pour le service du Bénin, pour le service de l'Afrique, pour le service du monde. Il a contribué aussi à former des cadres hors du Bénin et hors d'Afrique. Voilà pourquoi nous avons, en tenant compte de tout ce qu'il a réalisé comme activité, comme contribution à la formation des cadres, nous avons voulu le célébrer. C'est quelqu'un qui a commencé son travail d'abord en littérature. Il a fait sa thèse de 3e cycle en littérature africaine. Et il a enseigné pendant plusieurs années. Il a donné plusieurs enseignements avant de décider de concentrer son énergie sur les études théâtrales. Et c'est sa thèse de doctorat d'État qu'il a soutenue sur le théâtre. Et c'est justement ça qui fait que vous avez choisi un thème qui est relatif au théâtre. Bien sûr, puisque c'est l'orientation qu'il a donnée finalement à ses travaux. Et cette orientation a révélé la critique universitaire sur le théâtre. À un moment donné, les gens avaient le sentiment d'avoir épuisé les questions liées au théâtre à partir des monographies nationales qui avaient été produites. Mais la soutenance de sa thèse de doctorat d'État en 2009 a donné l'occasion de communiquer un certain souffle à cette critique. Le professeur Jean-Pierre Guingané, que l'on connaît, qui était à la soutenance, a reconnu que cette soutenance, la soutenance de la thèse du professeur Médée Roignon, est une chance pour la recherche universitaire parce que le travail présente l'historique du théâtre dans les pays francophones en Afrique, comment le théâtre a commencé, William Ponty, l'école coloniale d'une manière générale, tous les travaux qui étaient réalisés par les écoliers et les initiatives qui étaient encouragées, les représentations qui avaient été proposées, et tout cela permet de lire la façon dont le théâtre a commencé chez nous, mais et comment il a évolué aussi. Alors, professeur Yebou, quand on parle du théâtre, on voit les comédiens, on voit un certain nombre de corps de métier, mais prenons le théâtre en lui-même. Quelle est son importance pour une société comme la nôtre? Mais c'est une belle question parce qu'on se demande toujours ce qui peut nous permettre de construire valablement notre cité. Le théâtre, c'est un genre très important. Pourquoi? Il nous projette à nous-mêmes. Il nous rend l'image que nous avons. Le théâtre peut être un espace d'éveil de conscience. Le théâtre est en mesure de faire de nous des citoyens patriotes. Éveiller le sens civique, éveiller la citoyenneté, éveiller le patriotisme. Il y a des figures emblématiques dont l'histoire a été reproduite en théâtre pour éveiller le sens civique patriotique des uns et des autres. Le théâtre peut être un espace de contestation, comme on l'a vu depuis 1990. Avant 1990, il y avait des pratiques, des emprunts aux pratiques traditionnelles en matière de représentation théâtrale. Mais depuis 1990, il y a comme un renouveau. On a le sentiment que le vent de la démocratie qui a soufflé a libéré les esprits, a donné au génie de commencer à s'exprimer. Et puis, il y a beaucoup de réinvention. Donc, le théâtre est un espace de contestation, contestation pour libérer l'homme, contestation pour permettre à l'homme de se regarder, de s'amender, pour évoluer. Parce que si nous voulons avoir des personnes de haut niveau demain, si nous voulons avoir des gens qui pratiquent les valeurs à travers le théâtre, on peut éveiller leur attention sur ce qu'il peut devenir. Donc, la représentation théâtrale peut contribuer à former des gens qui aiment leur pays. Vous savez, on peut, à travers une pièce de théâtre, semer le slogan « Le Bénin avant tout ». Le Bénin avant tout. Donc, en toutes circonstances, le Bénin passe d'abord, pas moi. Ou bien les Béninois ensemble, toujours plus loin. Absolument. Voilà, comme vous l'avez dit. Ensemble, plus loin. Les Béninois ensemble, plus loin. Et c'est important parce que on a le sentiment que l'amour pour le Bénin a commencé à s'affaiblir dans nos cœurs. Dans le cœur des jeunes, les étudiants, les élèves, le Bénin n'occupe plus la place
qu'il doit occuper en réalité. Voilà pourquoi le Béninois n'est plus aussi patriotique qu'il était. Mais voilà, et c'est dommage. Il n'est plus atavique. Bon, on peut, grâce au théâtre, réveiller ce sens patriotique et nous permettre d'aimer le Bénin, de faire passer le Bénin avant tout. Et si on le fait, on va construire le pays. On en a besoin. Professeur Yebou, le théâtre était si important au point où, à un moment donné de notre vie, de la vie de la République, il est apparu ce qu'on appelait le Festival international du théâtre du Bénin, le FITEB. Et puis finalement, ce FITEB est mort tout bonnement. Et ça dit que le théâtre a emporté l'espace qui lui permettait de s'exprimer, ou bien les pouvoirs publics n'ont pas fait ce qu'il faut. Je pense qu'à un moment donné, nous devions travailler à remettre en place les structures, à contribuer à la vie véritable des structures. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de gens qui pratiquent les valeurs. Quand vous confiez une responsabilité, vous devez l'assumer comme un bon citoyen. Quand on occupe un poste, on ne fait pas ce qu'on peut, mais on fait ce qu'on doit. On ne fait pas ce qu'on peut, mais on fait ce qu'on doit. Voilà pourquoi nous devons éveiller la conscience des uns et des autres pour que librement, sans contrôle, chacun fasse son travail. Il me semble qu'à un moment donné, ça manquait. Sinon, le FITEB, c'est une très bonne structure, mais il me semble qu'il y a des efforts qui se font aujourd'hui pour redonner à ce domaine-là la vitalité qu'on attend de lui. Oui, quand on pense au théâtre, le théâtre universitaire avec l'ensemble artistique et culturel des étudiants, EACE, signer seulement des textes de ce genre. Est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent raviver cette flamme du théâtre alors qu'il y a ce théâtre dit populaire, les scénettes et ceux qui sont dans du théâtre non élaboré? Oui. Aujourd'hui, le théâtre essaie de s'adapter aux conditions de vie, aux conditions d'existence, aux ambitions, aux désirs des populations. Vous voyez, quand la représentation est trop formelle, elle n'intéresse pas forcément les gens. Donc, le travail qui se fait à l'université, par exemple, on a des cours de théâtre, grâce au professeur Médé Royon. Il a formé des gens qui ont obtenu les grades, qui sont même inscrits au CAMES, maître de conférence, qui continuent. Je crois Romer Nkounzandi. Fernand Nouli-Guetta aussi. Fernand Nouli-Guetta, voilà. le chef département. Tout à fait. Ils donnent des cours et ils amènent les étudiants à pratiquer le théâtre. Alors, professeur Yebou, pour finir cet entretien, le colloque aura lieu quand et où? Mais le colloque aura lieu les jeudis 25 et vendredi 26 juin 2026 et à l'université d'Abomey-Calavi. Nous allons tenir les travaux dans l'amphi Messan, c'est à l'ENA, sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Nous allons commencer par la séance d'ouverture, naturellement. C'est le recteur qui vient ouvrir le jeudi à 9h. Oui. C'est le recteur qui vient ouvrir le colloque. Oui. Et après, nous aurons des communications jusqu'à la fin de la première journée. Et puis la seconde journée, vendredi, 26 juin plutôt, nous allons écouter le reste des communications avant de consacrer l'après-midi à l'hommage. Merci beaucoup. Alors, le rendez-vous est donc pris pour les jeudis et vendredi prochain pour rendre hommage au professeur Pierre Médé-Royon. Merci, professeur Yebou, d'être passé sur ce plateau. Patrick, merci. On se dit à demain pour d'autres événements. À demain, par la grâce de Dieu. Allez, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission et prendre congé de Patrick et de son invité. Nous allons installer le Bénin qui est en mouvement, le Bénin qui nous fait rêver. Voici Bénin en mouvement. Le Bénin en mouvement, c'est la participation de chaque Béninois à faire avancer le pays dans son domaine, dans le domaine qui est le sien. Et ce matin, nous parlons avec Jennifer Sativi du domaine capillaire. Jennifer, bonjour. Bonjour Alain, comment allez-vous ce matin? Je vais super bien. Alors, il y a des merveilles qui se font dans le domaine capillaire au Bénin. Et il y a cette science que je découvre un peu aussi, qui s'appelle la trichologie. Il y a une Béninoise qui en est toute passionnée et qui dédie toutes ses journées. Il s'agit de Gisèle Akwele-Guélin. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors vous êtes praticienne capillaire et trichologue, également coiffeuse. On le voit bien à vos cheveux. Merci. Alors pour ceux qui ne savent pas, la trichologie déjà, c'est quoi?
Je suis très contente d'être ici ce matin pour parler de ce mot, la trigologie fonctionnelle. C'est la science qui étudie les cheveux et le cuir chevelu dans leur globalité. Elle nous permet d'identifier les différents problèmes du cuir chevelu afin d'apporter une solution adaptée. D'accord, c'est tout simplement cela. Oui. Alors, à quel moment, moi, je décide de consulter un tricologue? J'ai mes cheveux, tout va bien. Est-ce qu'il faut aller vers les tricologues ou est-ce qu'il faut attendre quand même qu'il y ait des problèmes? Il ne faut pas attendre les problèmes pour consulter un tricologue parce que nous avons l'habitude de passer des produits dans nos cheveux. Il ne faut pas passer des produits à l'aveugle. Il faut toujours consulter un spécialiste afin de connaître le type de cheveux que nous avons, comment est notre implantation, c'est-à-dire le cuir chevelu, parce que le cuir chevelu représente le sol de la pousse des cheveux. Donc, il faut connaître l'état du cuir chevelu avant d'apporter tout produit capillaire sur l'implantation. Alors, Madame Akwele, à quel moment, justement, l'on devrait commencer par, je ne veux pas dire s'inquiéter, mais à faire attention à nos cheveux? Dès la première chute, lorsque nous remarquons que nous avons une chute inhabituelle, là, nous remarquons un matin, on se lève ou bien on va chez la coiffeuse. Après le démêlage, on sent que nos cheveux sont en train de tomber. Ce n'est pas d'habitude comme ça. Il faut s'inquiéter. Il faut aller vers le spécialiste ou bien vers la tricologue pour savoir ce qui ne va pas. Qu'est-ce que mes cheveux essaient de me dire? Ok, et en dehors des chutes, il y a parfois d'autres choses, des pellicules, comme on le dit d'habitude. Est-ce que là, on a quand même des traitements appropriés, les recettes, remèdes de grand-mère, etc. Est-ce que ça peut quand même arranger les choses? Oui. Et les pellicules ne se traitent pas sur une courte durée. Puisque quand nous observons des pellicules sur le cuir chevelu, il s'agit du déséquilibre séboréique. C'est-à-dire les sébums sont trop sécrétés ou bien sont moins sécrétés. Du coup, quand il y a des pellicules sur l'implantation, c'est-à-dire sur le cuir chevelu, il est bon d'aller toujours chez un spécialiste pour voir le pourquoi nous avons des pellicules sur l'implantation. Et nous avons des traitements pour ça à long terme. Il y a une période donnée pour pouvoir traiter les pellicules. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu comme une innovation, la tricologie. On a, comme le disait si bien Alain, une compatriote qui pratique cela. Mais quand quelque chose m'alerte, quand vous dites avant de passer toute pommade, les pommades, elles se passent, je dirais, depuis qu'on est toute petite quand même. C'est une habitude. On sait qu'il faut utiliser telle pommade, tel produit. Est-ce que cela ne marche pas quand même parce que ça nous permet de garder nos cheveux? C'est comme, il s'agit de l'automédication capillaire. Ah, d'accord. Et il est toujours bon de connaître ce qu'on a avant d'apporter une solution. Il ne faut pas traiter les cheveux à l'aveugle. Et c'est ce qui est le plus observé aujourd'hui, presque dans le monde entier. On traite les cheveux à l'aveugle. Ce que le patient BA n'est pas identique au problème du patient A. Donc, il faut toujours chercher la cause du problème. Comment mes cheveux sont. Puisque nous avons différents types de cheveux sur nos têtes, nous avons différents problèmes capillaires, nous avons différents états du cuir chevelu. Il faut toujours voir comment est le cuir chevelu, quel type de cheveux nous avons, ce qui se passe réellement en bas là, au niveau de l'implantation. Alors, Madame Akwele, dites-moi, quels sont généralement les comportements ou les habitudes? Qu'est-ce qui amène les problèmes au niveau des cheveux parfois? Et ce sont les habitudes capillaires, les routines que nous avons l'habitude de faire. C'est ça que je disais tout à l'heure. Il faut connaître son type de cheveux. Il faut connaître l'état réel de son cuir chevelu. Puisqu'il y a l'excès de sébum qui est, par exemple, génétique chez certaines personnes. Vous avez ça et vous ne savez pas. Et vous apportez encore beaucoup d'huile sur votre cuir chevelu parce que votre amie a l'habitude de le faire et ses cheveux se développent très bien. Alors que chez elle, c'est parce qu'il y a manque de production de sébum. Vous voyez un peu? Donc, il faut toujours aller consulter et savoir ce qu'il y a, comment on est, comment le cuir chevelu est. C'est tout nouveau pour moi. Tout produit. Pardon. C'est tout nouveau pour moi, Alain. Avant d'acheter des produits, il faut aller chez le médecin du cuir chevelu. Oui, le médecin des cheveux. Des cheveux. On va découvrir dans cet élément comment se fait le fameux diagnostic et on revient en plateau. Oui, je l'attendais. Tu peux la faire entrer.
Alors, madame, vous êtes là pour la consultation de vos cheveux. Oui. Je vais vous poser quelques questions. Vous allez me donner des réponses. C'est à base de cela qu'on saura vraiment comment évoluer dans la consultation. Ok. C'était quand la dernière fois que vous avez fait votre shampoing, laver vos cheveux? La semaine passée. Donc, une semaine environ? Une semaine, oui. Je vois que vous avez les cheveux défrisés. C'était quand la dernière fois vous avez fait votre défrisage? Le dernier? Il y a 2 mois. 2 mois? Oui, 2 mois. Quelle est la raison de votre consultation? En fait, mes cheveux, ça se casse. Et ça me gratte. Donc, les cheveux cassants et vous avez aussi des démangeaisons? Exactement. Ok. Alors, nous allons passer au tricoscope. Le tricoscope, c'est cet appareil-là et ça nous permet de voir un peu plus l'implantation, c'est-à-dire le cuir chevelu en profondeur, tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Cet appareil nous permet de voir les pores, les sébums, tout ce qu'il y a comme résidu sur l'implantation et que vous ne voyez pas à l'œil nu. Là, maintenant, je m'apprête à examiner, à analyser le cuir chevelu avec le tricoscope afin de voir le pourquoi ma cliente a les démangeaisons. Puisqu'un cuir chevelu qui démange n'est pas du tout normal. Nous allons passer au tricoscope. Là, je suis sur l'implantation du cuir chevelu. Et je visualise les pores du cuir chevelu. Je constate que le cuir chevelu présente des pellicules microscopiques. Les pellicules microscopiques sont les pellicules qui ne sont pas du tout visibles à l'œil nu. Ils ne sont pas du tout visibles à l'œil nu. Mais ils sont présents sur le cuir chevelu. Et là, c'est énorme. Ça peut expliquer la cause des démangeaisons chez ma cliente. Ma passion pour les cheveux était de très jeune âge. J'étais encore très enfant, adolescente. Et j'avais une copine qui avait beaucoup de cheveux. Moi, je n'en avais pas. Je n'en avais pas du tout. J'étais née sans cheveux. On m'appelait vieille mère quand j'étais petite. Donc, j'étais un peu jalouse d'elle. Elle avait beaucoup de cheveux, je n'en avais pas. Et c'est là que je me suis orientée vers la coiffure. Mon déclic pour la trigologie, c'est quand j'avais fait une chute de cheveux. J'avais fait une alopécie de traction. Mes cheveux tombaient. Et en ce moment, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Puisque j'avais teinté tous mes cheveux qui étaient sur ma tête. Quelques mois après, les cheveux ont commencé à tomber. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi mes cheveux tombent comme ça? Et c'est là que j'ai contacté ma patronne qui réside aux États-Unis. Et je lui ai demandé beaucoup de choses. À force de m'expliquer, j'ai fait la découverte d'un mot, la trigologie. La trigologie, c'est la science des cheveux. Et la trigologie nous amène à comprendre en profondeur les cheveux, d'où les cheveux viennent, leurs racines, là où ils sont vraiment implantés, ce qui favorise la croissance des cheveux, ce qui favorise la pousse des cheveux. La trigologie nous amène à analyser en profondeur le cuir chevelu, connaître la cause des chutes, connaître le pourquoi le cuir chevelu démange, apporter des solutions, les soins adaptés et l'éducation capillaire.
aujourd'hui, je suis coiffeuse, praticienne capillaire et tricologue. Et souvent, les tricologues ne pratiquent pas, ne font pas les soins capillaires. Le tricologue est juste là pour analyser et orienter. La coiffeuse est juste là pour tresser et la praticienne capillaire est là pour manipuler les cheveux, apporter les soins qu'il faut. Aujourd'hui, je fais les 3 dans mon institut ici. J'ai beaucoup d'objectifs pour mon institut et pour le Bénin. Aujourd'hui, je constate que beaucoup de femmes perdent leurs cheveux à cause des habitudes capillaires, les tresses qu'il ne faut pas faire. Elles ne maîtrisent pas en réalité leurs cheveux. Elles ne comprennent pas leurs cheveux. Mon objectif à long terme, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est de commencer par former les coiffeuses, leur donner des b.a.-ba en trigologie, comment elles peuvent reconnaître les différents types de cheveux, les différents types de cuir chevelu, donner des éducations capillaires, rassembler les femmes, les hommes aussi, leur donner des éducations capillaires. Qu'est-ce qu'il faut apporter à vos cheveux, à quel moment il faut apporter, quelle est la fréquence de shampoing pour vos cheveux. Leur donner des coups, des b.a.-ba pour sauver beaucoup de cheveux. Et pour Gueline Beauty, j'envisage beaucoup de choses. Là, nous sommes en train de travailler avec des laboratoires très compétents et certifiés à l'extérieur pour pouvoir faire sortir des kits capillaires, des gammes capillaires qui répondent réellement aux besoins. On plongeait dans l'univers de la tricologie. On a découvert, Alain, cette fameuse machine. Vous disiez que vous vous êtes rapproché de votre patronne aux États-Unis. On a parlé du déclic qui vous a poussé à faire des recherches. Est-ce que vous avez un peu sillonné quand même sur le territoire béninois, s'il y en a d'autres qui s'intéressent à cette science-là? Avant de m'installer, je n'avais pas remarqué de tricologue au Bénin. Je ne sais pas, je n'ai pas parcouru tout le Bénin. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans l'ombre. Okay, d'où l'importance de la formation, comme vous le disiez. Et pourquoi déjà ce désir de transmettre la chose? J'ai un amour, j'ai beaucoup d'amour pour les cheveux. J'adore les cheveux parce que je me dis, c'est notre couronne. En tant que femme, même en tant qu'homme, c'est notre couronne. C'est la couronne que Dieu a su mettre sur notre tête. Donc, il faut lui donner de la valeur. Mis à part ça, nos cheveux représentent notre identité. Et c'est notre héritage. Et il ne faut pas du tout la perdre. Pas du tout. Et quand vous parlez d'hommes et de femmes, j'aimerais savoir si les problèmes peuvent différencier selon les genres. Parce que les femmes ont quand même assez d'habitude, on met beaucoup de produits dans nos cheveux. Est-ce que selon l'homme ou la femme, les problèmes peuvent être différents? Les problèmes ne diffèrent pas en tant que tels, puisque les hommes aussi viennent pour les consultations capillaires. Et quand ils ont la calvitie, par exemple. Il y a aussi les chutes androgéniques qui sont fréquentes chez les femmes ainsi que chez les hommes. Surtout quand on est prédisposé à l'alopécie androgénique dans la famille. Et justement, moi je me dis ce sont des traits génétiques. Lorsqu'on parle d'alopécie ou lorsqu'on parle peut-être de calvitie, on se dit on est né avec, c'est dans notre sang. Comment vous pouvez régler ça? Il est vrai que l'alopécie androgénique ne se guérit pas. D'accord. Mais on peut limiter la chute. OK. Quand vous savez au préalable que vous êtes prédisposé à l'alopécie androgénique et que vous allez chez la spécialiste, vous lui dites, voilà, je suis prédisposé à l'alopécie androgénique. Comment faire pour que cela ne soit pas trop visible chez moi? Là, on peut apporter des soins pour limiter ça, mais ça ne se guérit pas. Donc, voilà. Et donc, on va retenir en gros qu'aujourd'hui, il faut apporter plus de soins à nos cheveux, en prendre soin, enfin, pour ceux qui en ont encore, pas pour des gens comme moi. Non, Alain, vous êtes très beau avec votre Ah ouais, non, ne vous en faites pas. Moi, je n'ai pas de complexe. Je sais que je suis super tranquille dans mon corps et dans ma tête avec tout ça. Et moi, je suis bien beau avec ça. Ça ne me dérange pas. Même si un jour, je ferai un tour chez vous, histoire de voir un peu comment ça se passe. Pourquoi pas. Allez, Jennifer, je crois qu'on va clôturer
clôturer cet entretien avec Mme Akwele. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Et beaucoup enfin, je dirais, d'informations à l'endroit des femmes. Savoir que l'androgénie, l'alopécie androgénique, voilà, n'est pas un mal foncièrement en soi, mais on peut quand même apporter des soins et faire en sorte de demeurer beau et belle. Oui, mais il n'y a pas que l'alopécie androgénique. Nous avons plusieurs chutes. C'est ça. Il y a les chutes de traction, après les la chutes grossesse, postpartum, voilà. il y a les chutes évolutives et tout. Il y a plusieurs chutes. C'est heureux de savoir aujourd'hui qu'il existe en République du Bénin, une béninoise, des personnes qui s'intéressent à la chose, à apporter des solutions à ceux qui ont ce type de problème et qui s'en préoccupent. Merci beaucoup, Mme Gisèle Akwele. Jennifer, demain, un autre rendez-vous? Demain, un autre rendez-vous. Demain, ce sera un peu plus touristique ou numérique. Je ne vais pas tout dévoiler. On verra très bien. Allez, mesdames, messieurs, c'était là donc Bénin en mouvement. On prend une pause et on vous revient. Merci. Ils sont partout, dans les boutiques, à la maison, à l'école, et nos enfants en raffolent. Les aliments ultra transformés, biscuits, bonbons, nouilles instantanées, chips, boissons sucrées, snacks, gâteaux, pizzas industriels, les saucisses et saucissons. Ce sont des aliments fabriqués par l'industrie dont la composition naturelle a été fortement modifiée. Le problème, bien qu'ils soient faciles d'accès, pratiques et prêts à être consommés, les aliments ultra transformés contiennent très peu de nutriments utiles, presque pas de vitamines, presque pas de fibres, mais en revanche, ils sont très riches en sucre, en sel, en mauvaise graisse, en colorants et additifs chimiques, ce qui ne fait aucun bien à la santé. Prenons quelques comparaisons simples. Une canette de boisson sucrée de 33 centilitres, c'est environ 8 morceaux de sucre. Pourtant, l'OMS recommande de réduire la consommation des sucres ajoutés. Les nutritionnistes conseillent de ne pas dépasser l'équivalent de 4 morceaux de sucre ou 4 cuillères à café de sucre en poudre par jour. Prenons un paquet de nouilles instantanées. C'est l'équivalent de plusieurs sachets de sel en une seule portion. À force d'en consommer, ces aliments fatiguent le cœur, le pancréas et augmentent le risque de maladies chroniques même chez les enfants et les jeunes. Alors que faire? La solution est simple. Manger local, manger frais, manger naturel. Fruits et légumes, légumineuses, poissons, œufs, viande maigre. La règle est donc claire. Moins d'aliments ultra transformés, plus d'aliments naturels. Préserver sa santé, c'est possible en faisant les bons choix dès aujourd'hui. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Après l'instant pub, nous revoici, mesdames, messieurs, retour en plateau pour parler de votre santé. Voici le tapis. Aujourd'hui, dans la rubrique santé, mesdames, messieurs, nous allons parler de quelque chose qui va forcément vous intéresser, d'ailleurs comme tous les autres sujets que nous avons l'habitude de vous présenter par ici. Christelle Ediator-Tongoro est déjà en plateau. Bonjour. Bonjour Alain, ce matin. Ça va super bien. D'accord. Ce matin, nous parlons de quoi exactement? Aujourd'hui, on s'intéresse à la santé mentale, ce mal-être, malheureusement, qu'on ne voit pas toujours venir. Et pour nous entretenir, j'ai le plaisir de recevoir Madame Chimène Humbedji, qui est psychologue clinicienne. Madame Humbedji, bonjour, bienvenue.
Bonjour Madame Christelle, bonjour Monsieur. Madame Mbedji, bienvenue à la maison. Merci. Alors Madame Mbedji, quand on évoque la problématique de la santé mentale, il y en a qui pensent ne pas être forcément concernés. C'est le moment ce matin de lever tout équivoque sur le sujet. La santé mentale, pour vous, les spécialistes, qu'est-ce que c'est exactement? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Et merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Un plaisir. D'en parler encore une fois ce matin. La santé mentale, quand on en parle aujourd'hui, ça n'atteint pas encore la conscience collective, simplement parce quand on dit santé mentale, les gens ont tendance à penser directement à la folie, aux troubles les plus sévères. Alors qu'en réalité, la santé mentale, c'est votre aptitude intérieure à pouvoir faire face aux difficultés de la vie, à pouvoir gérer votre famille, votre entourage, réussir dans votre domaine d'activité, etc. C'est tout simplement votre bien-être dans la tête et dans la société, si je peux le dire. D'accord. Est-ce que je peux être en bonne santé, du moins physiquement, travailler, rire, vaquer à mes occupations et ne pas être bien psychologiquement, mentalement? Bien sûr que oui, c'est possible et ça se passe beaucoup, même plus souvent, c'est ce que nous observons. D'abord, nous ne sommes pas sans savoir que nous sommes au Bénin et face à nos réalités culturelles, nous sommes habitués à la culture du paraître. Et quand tu t'exposes, quand tu parles de tes faiblesses, c'est synonyme de tu n'es pas fort, c'est synonyme de tu es faible. Donc du coup, les gens préfèrent se cacher dans les difficultés, ne pas s'exposer pour éviter les jugements, les critiques de la société et ne pas se faire consulter, si je peux également le dire. Donc on peut voir quelqu'un qui sourit très bien, mais qui a des problèmes de santé mentale. Parce que la santé mentale, être bien dans sa peau, ça ne veut simplement pas dire être tout le temps en train de sourire. Ce n'est pas exactement la définition de la santé mentale. Alors, donc la personne peut être en train de sourire et avoir quand même ses problèmes, une charge mentale très forte, assez élevée. Voilà. Dites-nous, est-ce qu'il y a une corrélation entre la santé mentale, le bien-être mental et la colère? Le bien-être mental et la colère, oui. Bien sûr, la colère ne fait partie que des émotions. Quand on parle de la santé mentale, nous avons le volet psychologique, nous avons le volet émotionnel, nous avons le volet social. Donc la colère fait partie du volet émotionnel. Donc bien sûr, la colère a un lien avec le bien-être psychologique, avec le bien-être mental. Ma question était beaucoup plus de savoir, on a souvent parfois des personnes qui sont calmes en apparence, les situations de la vie arrivent et vous les voyez détonner comme une bombe. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que quelque part il y a un problème de santé mentale derrière? On ne dira pas directement qu'il y a un problème de santé mentale parce que la colère fait partie de notre personnalité. Chacun a sa personnalité, nous n'avons pas les mêmes personnalités. C'est quand cette colère commence par créer des dégâts, cette colère commence par empêcher cette personne d'aller mieux, d'atteindre ses objectifs, ou bien amène cette personne à devenir un danger pour la société, ceux qui l'entourent. En ce moment, on peut commencer par évaluer pour voir jusqu'à quel niveau sa santé mentale est perturbée. D'abord, quand on parle des signes qui nous permettent de reconnaître si la santé mentale va bien, il y a ces facteurs que nous observons. Si déjà de nature, la personne n'est pas colérique et vous le voyez réagir d'une certaine façon, sur une durée prolongée, il faut commencer par se poser de bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas à son niveau? Qu'est-ce qu'il a comme problème? Et essayer de mieux évaluer la situation. Donc c'est quand la colère est prolongée qu'il y a problème. Quand la colère, il y a des colères qui sont prolongées. Il y a des gens, quand ils sont en colère, quand ils ne cassent pas quelque chose, ils ne sont pas tranquilles. Il y a des gens, quand ils sont en colère, ça agit sur leur potentialité au boulot, etc. Ils n'arrivent plus à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et la colère peut être à la base de beaucoup d'autres maladies sous-jacentes que nous observons à la suite. Donc il faut aller chercher la cause et voir de quoi il s'agit avant de pouvoir évaluer. Et justement, dans votre pratique, quels sont les premiers signes qui doivent alerter déjà chez nous-mêmes et ensuite chez l'entourage? Quand déjà vous êtes quelque part, c'est pour ça que c'est important de consulter un psychologue. C'est ça. Consulter un psychologue aujourd'hui... Ne veut pas dire qu'on est fou ou folle. Non, non, pas du tout. Consulter un psychologue n'est pas synonyme d'être fou. Et c'est ce que nous sommes en train de dire ce matin. La santé mentale, c'est bien différent des maladies mentales. Il y a une différence à ça. Totalement. Déjà, quand vous observez quelqu'un, je prends par exemple le cas des jeunes, quand vous l'observez, vous voyez que c'est quelqu'un qui est d'habitude joyeux, et vous commencez par le voir isolé dans son coin, vous commencez par remarquer une tristesse persistante chez lui, vous commencez par remarquer qu'il ne dort pas bien, ou peut-être une baisse de résultats,
Il y a beaucoup de facteurs. Mais il ne suffit pas également de voir ces facteurs et directement dire qu'il a un problème de santé mentale. Il y a un problème de durée. Quand ça persiste sur une durée donnée, ça nous permet de classifier les types de maladies ou bien les types de réalités qu'il a. Sur quelle durée en moyenne ça varie selon les troubles. Okay. On ne pourra pas dire. Par exemple, quand je prends le stress, il faut au moins 2 semaines. 2 semaines. Avant de parler de dépression, il faut au moins 2 semaines, observer le sujet sur 2 semaines. Mais avant tout ça, il faut consulter un spécialiste, une spécialiste comme vous, pour ne pas décréter à la maison que parce qu'il est colérique ou bien il s'est retiré pendant un certain nombre de temps, il est devenu fou ou malade. Pas du tout. Déjà, quand vous prenez... Vous voyez, le corps et l'esprit sont étroitement liés. Et puisque le corps et l'esprit sont liés, parfois quand les émotions, on n'arrive pas à les exprimer à travers des mots ou à travers des gestes, ça se reflète sur le corps de la personne à travers des symptômes physiques. Et c'est ce que nous appelons la somatisation. Dans ces contextes, vous pouvez voir des sujets qui se plaignent tout le temps de maux de tête et malgré les prises de médicaments, ils n'ont pas de satisfaction. Vous pouvez avoir des sujets qui ont tout le temps des maux de ventre et malgré les traitements, ils n'ont pas de satisfaction. Ces symptômes que nous appelons la somatisation, il faut d'abord pouvoir se faire consulter chez un généraliste. Et c'est le généraliste qui évalue et vous dit, ça, vous avez besoin d'un psychologue. Allez vers un psychologue ou allez vers un psychiatre. C'est 2 spécialités qui sont vraiment différentes. Donc, on ne se lève pas directement pour forcément aller chez un psychologue. Mais si vous avez envie de vous découvrir vous-même, connaître votre personnalité, vos limites, vos faiblesses, comment vivre dans la société, quand vous reconnaissez vous-même vos faiblesses et vous avez besoin d'aide, vous arrivez à identifier de quoi il s'agit, vous pouvez aller chez le psychologue. D'accord. Alors, donc, c'est 2 choses un peu différentes. Quand je dis je suis fatiguée, comment savoir s'il s'agit d'une fatigue classique, simple, ou bien ça vire déjà vers la santé mentale? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Quand vous êtes fatigué, naturellement, vous vous reposez. Mais quand le repos n'apporte plus la solution qu'il faut, quand vous êtes fatigué et vous vous reposez ou bien vous allez vous coucher pour dormir, le sommeil est appelé à vous réparer en fait. Mais quand vous n'avez pas cette réparation, et déjà sur 3 nuits, je suppose, vous avez un problème de sommeil persistant, et au réveil, vous avez toujours des symptômes de fatigue, malgré ces sommeils en journée comme dans la nuit. Il faut se poser des bonnes questions, parce que ce n'était pas habituel. Il faut se poser des bonnes questions et aller vers un docteur pour se faire consulter d'abord chez un généraliste, avant de savoir s'il faut vous orienter vers un spécialiste. Dans votre développement tout à l'heure, Mme Ngbedi, vous avez évoqué un fait qu'on ne va pas laisser passer inaperçu. Vous avez dit que certaines personnes, quand elles sont en colère, ont besoin de briser quelque chose, de casser quelque chose. D'autres, parfois, haussent le ton, crient littéralement, pour ne pas dire hurler. Certaines personnes ont l'impression d'être soulagées après cet épisode. Pourquoi? Ils ont pu libérer leurs émotions. Il y a un vide qui est là. Il y a un facteur qui a causé peut-être le problème. Et pour soulager son émotion, son trop-plein, vous allez constater, quand ils arrivent à casser les choses, ils se calment. C'est un problème de personnalité. Nous appelons ça souvent les crises classiques. Mais on ne peut pas évaluer la santé mentale avec ce seul facteur-là. Il faut tout un facteur pour essayer de classifier quel type de trouble il s'agit ou bien quel problème le sujet a en réalité. On ne peut pas se baser sur seulement le fait qu'il casse quelque chose pour l'étiqueter directement. D'accord? L'émotion, le trop-plein qu'il a à l'intérieur, il a envie de le vider. Et quand il va le faire, il va se sentir à l'aise. C'est l'émotion qui est en train de s'exprimer. D'accord. Alors, il y a les réseaux sociaux qui donnent cette impression de réussite à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas un autre facteur? Ça, c'est un sujet d'actualité. Les réseaux sociaux aujourd'hui, il faudrait que ça soit clair dans nos têtes. Celui qui est sur les réseaux sociaux, son objectif, c'est d'attirer l'attention, capter l'attention, l'admiration, avoir les validations. Donc, du coup, il ne peut pas montrer ses faiblesses sur les réseaux sociaux. Il doit montrer beaucoup plus les meilleurs moments de sa vie, les meilleures réussites, etc. Voilà. Donc, il ne peut pas s'afficher, encore moins, nous sommes dans des pays africains, il ne faut pas s'afficher, sinon directement vous êtes étiqueté. Donc, si on ne fait pas cette différence-là, on ne comprend pas les choses comme ça, vous allez vous exposer et faire des comparaisons inutiles qui peuvent agir
à la longue sur votre équilibre intérieur à vous. Vous allez penser que vous êtes en retard, c'est vous l'échec, tout le temps à vous comparer aux autres et ça affaiblit votre estime de soi et bienvenue d'autres problèmes. Quelle est la limite, la frontière entre le fait de se comparer aux autres et de suivre son propre chemin et évoluer sans forcément tomber dans la paresse, je vais dire, ou bien dans l'abandon de ses objectifs, puisqu'il faut toujours se comparer à un autre que soi, comme on le dit, ou à un supérieur que soi. La comparaison est parfois bénéfique, mais parfois c'est négatif. Quand la comparaison vous permet de travailler vos faiblesses à vous, quand la comparaison vous permet de vous surmonter, de quitter votre zone de confort, de donner le meilleur de vous-même pour atteindre vos objectifs, là, on peut dire que la comparaison est positive. Mais quand la comparaison vous amène à vous sentir faible, la comparaison vous amène à avoir une baisse de votre estime de soi, la comparaison vous amène, dans cette baisse d'estime de soi, vous êtes même tenté à baisser les bras, vous vous dites carrément « je suis un échec ». Je ne peux pas avancer. Voilà un jeune de mon âge qui a le même âge que moi. Nous avons vécu ensemble, nous avons étudié ensemble. Il ne travaillait pas. Voilà des comparaisons que nous faisons. Et voilà, aujourd'hui, il a une voiture, sa famille est fière de lui. C'est des comparaisons qui ne sont pas utiles, en fait. Et là, ce n'est pas intéressant. Donc, il faut savoir qui nous sommes. Nous n'avons pas les mêmes missions de vie. Il faut connaître sa personnalité, il faut connaître ses limites à soi. Il faut avoir des visions claires pour sa vie et savoir que le destin de chacun est bien tracé. Quand c'est clair dans votre tête, vous évitez les comparaisons négatives. Tranquille. Tout simplement. Et il y en a qui consultent seulement quand ils sont au bord de l'épuisement. Qu'est-ce qui, de votre avis, explique ce comportement-là? Est-ce que c'est à cause de la société, le regard de la société, les stéréotypes? Bien sûr, Madame Christelle, on peut dire qu'il y a le regard de la société. Aujourd'hui, nous sommes comme nous l'avons dit au début, nous sommes dans une société où quand tu t'affiches, quand tu parles de tes problèmes psychologiques, on te dit directement. On pense que les problèmes psychologiques sont réservés aux autres. On ne se dit pas que c'est une affaire de tous. On se dit c'est pour les blancs, c'est pour les faibles. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Quand on comprend que c'est une affaire de tous, on se donne plus et chacun essaie de se cultiver. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc c'est déjà ça. Ne pas hésiter à parler de son problème. Ne pas hésiter, aller consulter un psychologue, ce n'est pas une faiblesse. Et il faudrait vraiment qu'on dédramatise cette histoire de consulter un psychologue, c'est un signe de faiblesse. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin à travers votre émission. Aller vers un psychologue depuis le bas âge. Il faut qu'on sensibilise plus les enfants. Il faut qu'on sensibilise nos responsables culturels, qu'on nous en parle un peu plus davantage, afin que les gens sortent de leur zone de confort et ne pas attendre le pire avant de se faire consulter. Madame, on me dit, dans la société africaine qui est la nôtre, on nous oblige, on nous éduque à être forts, à être puissants, à être invincibles. On fait de la programmation mentale en disant je suis un champion, je vais aller de l'avant. Mais est-ce que quelque part, ça ne va pas en contradiction avec ce que vous dites en disant il faut aller vers le psychologue? Est-ce que le fait d'aller vers le psychologue, de parler de ces problèmes ici et là, ou bien à des personnes, n'est pas une culture, ou bien ne s'apparente pas à une culture de la fragilité à la fin? Justement, voilà ce que nous avons envie de corriger dans nos mentalités. Aujourd'hui, vous remarquez plus à travers les réseaux sociaux les conséquences du fait de ne pas consulter très tôt les psychologues. C'est quand il y a décès quelque part, c'est quand il y a des drames, je dirais tout simplement. C'est quand des situations deviennent dramatiques qu'on les publie sur les réseaux sociaux. Mais si déjà, lorsque la personne présente les symptômes qu'il faut, on allait vers un spécialiste, est-ce qu'on aurait ça? Bien sûr qu'on n'aurait pas ça. L'Afrique a toujours su inculquer à ses vaillants héros que la culture du paraître était le meilleur. Mais en réalité, aujourd'hui, ça ne nous arrange plus. La culture du paraître ne nous arrange plus. Et si vous êtes là, le choix est personnel en fait. Madame Christelle, si vous choisissez d'être heureux, dites-moi, est-ce que vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même sur ce plateau? Et je me donne tous les moyens pour l'être. Si vous n'êtes pas heureux, est-ce que votre famille sera heureuse? Je ne pense pas. Plus vous êtes heureux, plus vous êtes équilibré, vous donnez le meilleur de vous-même à ceux qui vous entourent. Et tant qu'on ne va pas corriger ça et on va rester dans notre culture, je pense que l'Afrique n'avancera pas. Et j'imagine bien que c'est tout ce que vous inculquez à vos patients. Lorsqu'une personne, pour la première fois, franchit, par exemple, votre cabinet, le seuil de votre cabinet, par quoi est-ce que vous commencez concrètement pour le mettre à l'aise?
Quand le patient vient au cabinet, la première des choses, c'est le mettre en confiance. Parce que s'il ne se sent pas en confiance, il ne pourra pas échanger avec le spécialiste. Nous travaillons à travers les mots, nous travaillons sur les paroles. Et quand vous ne vous sentez pas en sécurité, vous ne pourrez pas parler à l'autre. Puisqu'on va parler même de votre enfant, de votre vie privée, ce que vous ne pouvez dire à personne. Nous sommes sous serment. Vous pouvez nous le dire en toute sincérité. Vous allez débroussailler le jardin secret. Nous allons débroussailler le jardin secret, comme vous l'avez dit. Donc, le plus important, quand la personne vient, premièrement, on lui fait comprendre qu'ici, il n'y a pas de jugement. On ne juge pas. Quelles que soient vos erreurs, vos faiblesses, le psychologue ou le spécialiste ne juge pas. La mise en confiance totale. Et on lui fait comprendre que son bonheur, il faut qu'il y participe. Le psychologue n'est pas un magicien. Le psychologue est là pour vous accompagner à trouver des mots pour régler vos mots. Voilà. Tout simplement. Alors, pour finir, est-ce qu'on peut prévenir la détresse mentale, psychologique? Comment on a l'habitude de prévenir les autres maladies ou pathologies? Oui, c'est bien possible. Quand vous connaissez vos forces et vos faiblesses, quand vous savez que voilà mes limites, et quand, avec la sensibilisation qui se fait au jour le jour, vous avez une idée des conséquences qu'ils peuvent avoir. Quand on vous dit par exemple le manque de sommeil, l'insomnie sur 3 jours, ça vous entraîne à tel mot, ça vous donne tel mot. Vous allez éviter cela en prenant soin de vous. Vous n'allez pas attendre que le pire arrive avant de consulter le spécialiste qu'il faut. En fait, ça change vos mentalités, votre façon d'être. Et plus vous changez votre mentalité, vous adaptez à la réalité. Vous allez essayer de limiter également les dégâts que ça peut causer. Il y a donc un travail à faire sur soi. Il y a donc un engagement à prendre pour son propre bonheur. Et comme j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau, si jamais vous entendez pression quelque part, c'est la bière et non la dépression. Docteur, Madame Ongbedji, je crois qu'on aura fait le tour. Christelle Ediacho. On a parlé, on a parcouru les différents points qui reviennent souvent dans les échanges avec les patients. Madame Ongbedji, c'était un plaisir de vous avoir ce matin. Revenez-nous quand vous voulez, comme quelqu'un a l'habitude de le dire par ici. Merci beaucoup. Madame Ongbedji, merci pour ce bon travail que vous faites. Merci. Continuons ensemble la sensibilisation. Ça ira. Je pense que ça va. Revenez à la maison quand vous voulez. Merci beaucoup. Ici, c'est chez vous. Merci. Mesdames et messieurs, ici, nous parlons sport et ça va être tout de suite. Le sport, c'est avec Fifame Ataredi Salomé Okonde. Bonjour. Bonjour Alain et bonjour tout le monde. Au plan national, le championnat national U13 et U15 qui a connu son épilogue. C'est bien ça Alain, et 5 équipes U13 et 10 équipes U15 ont pris part à cette compétition. Et c'est le centre d'excellence de Ndali et celui de Misérité qui s'en sortent champions à l'issue de la finale. On va faire un retour sur cet événement avec Vitis Aroche et Calvador Awan. L'équipe du centre d'excellence de Misérité, vainqueur de la finale du championnat national dans la catégorie U15. Ceci après un match de grande démonstration tactique contre l'Académie Natifoot. Le jeu est marqué par la nette domination des garçons de Misérité. Score de la partie, 3-0. Au niveau des U13, le centre d'excellence de Ndali décroche le trophée avec 8 points et surtout un goal à virage avantageux face à l'équipe d'Assofa. Ça me fait du bien. Le championnat, c'est bon. On doit saluer les autorités, les coachs. C'est un sentiment de joie parce que ça fait pour la deuxième fois pour moi et pour la première fois pour certains de mes coéquipiers. On est content parce que ça fait la deuxième fois qu'on a remporté le trophée. Ça fait on est 12 fois champion. C'est une fierté pour nous. Les 5 jours du championnat U13 et U15 ont permis aux clubs en compétition de voir autrement le niveau de leurs jeunes joueurs. Je suis satisfait, oui, de mes poulains puisqu'on est champion. Mais puisqu'on demande plus, je suis quelqu'un qui demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. On pourrait peut-être faire mieux sur la prestation. Mais des enfants qui jouent la première fois une compétition officielle et tout ça, je comprends un peu de pression, mais ils ont bien géré ça, ils se sont bien comportés. Le plus important, c'est qu'ils ont gardé les mêmes notions du jeu, ballon au sol, on ne lance pas le ballon devant, on bouge, il y a les mouvements, et puis c'est ça. Parfois ça marchait moins, mais globalement ça a été bien. Je félicite d'abord les équipes adverses,
parce que grâce à eux, on a eu une compétition solide. Nous avons découvert des enfants talentueux. Le Bénin peut croire désormais que d'ici quelques années, et en matière, n'est-ce pas, des championnats de catégorie d'âge, nous avons de quoi participer aux prochains championnats de catégorie d'âge en Afrique et dans le monde. Ces play-offs, c'est aussi des trophées individuels. Les meilleurs gardiens et meilleurs buteurs de la compétition ont été récompensés. Voilà tout donc pour l'actualité relative au sport pour le compte de ce jour. Je vous retrouve demain avec le même plaisir, mais en attendant, retrouvez l'émission Mondiale à la loupe avec Blaise Adankbo à 11h tout à l'heure. Merci Fifamé, on se retrouve donc demain pour d'autres actualités sportives. Bien sûr, avec plaisir. Mesdames, Messieurs, cette émission va se poursuivre et le dernier acte pour descendre de la marche, c'est bel et bien la revue de presse. Revue de presse signée Ulvaïus Balogun. Ulvaïus, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, les journaux parlent des efforts effectués par le Bénin en matière de soins apportés ou d'attention apportée aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Tout à fait, Alain, et ces efforts sont annoncés par le quotidien de service public La Nation. Assistance aux réfugiés et aux personnes étrangères, assistance aux étrangers également, j'allais dire. Le Bénin renouvelle sa main tendue aux réfugiés, titre le journal, qui explique que depuis plusieurs années, le nord du Bénin accueille des personnes contraintes de quitter leur pays à cause des conflits et des demandeurs d'asile ainsi que de l'insécurité. Aujourd'hui, près de 29 000 réfugiés et demandeurs d'asile vivent sur le territoire béninois, auxquels s'ajoutent quelques 14 000 personnes en attente de reconnaissance de leur statut. Le journal Diakpata renchérit près de 29 000 réfugiés accueillis, un engagement humanitaire salué. Selon le journal, à travers ces statistiques, le Bénin confirme son rôle de terre d'accueil et de solidarité dans un contexte régional marqué par les crises sécuritaires et les déplacements forcés de population. Preuve de l'attachement du Bénin au respect du droit d'asile et du principe de non-refoulement. Le journal Meilleur renchérit et écrit « Solidarité et protection des personnes déplacées ». Le Bénin réaffirme son engagement en faveur de plus de 29 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Le journal reprend les propos du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Mama Cissé, qui a souligné que les réfugiés bénéficient d'un accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation, l'emploi et la protection sociale grâce au renforcement progressif du cadre juridique et institutionnel mis en place pour garantir leur prise en charge et leur intégration. Des propos tenus à l'occasion des manifestations officielles de la Journée mondiale des réfugiés. Et justement, pour leur permettre de bien vivre et mieux vivre dans un cadre sain, le gouvernement fait de l'assainissement et de l'aménagement de la route des pêches une priorité. Tout à fait, une priorité. Et c'est à travers justement un communiqué en date du 22 juin 2026 que le ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable a annoncé le démantèlement des constructions en matériaux précaires érigées dans cette zone littorale. Le matinal titre « Route des pêches ». Le démantèlement des constructions précaires annoncées. Il s'agit notamment des cases réalisées en branchage de palmiers ou de cocotiers, des abris en bois, des constructions couvertes de tôles ou de tuiles de récupération, ainsi que des habitations faites à partir de sachets et d'autres matériaux plastiques récupérés. Matin libre de poursuivre, littoral béninois, démarrage du démantèlement des habitats précaires. Le journal explique que la zone visée s'étend du nord de la route des pêches jusqu'à la porte du non-retour à Ouida sur une largeur de 0,77 km comprise entre la route et le premier plan lagunaire. Dans son communiqué, le ministère invite les occupants qui n'ont pas encore procédé au démontage de leurs habitations à le faire sans délai, au risque de subir les courroux des engins de démolition. Le ministre a pour finir appelé les populations concernées à faire preuve de compréhension et de collaboration afin de permettre la réussite de l'opération. Merci à vous, mon cher Ulvaïus. C'est la fin donc de la revue de presse et de cette émission. Absolument. On garde le contact. On se dit à demain. Merci, à demain. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, à vous également, je souhaite une très bonne journée. Votre émission prend fin ici. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Mais ne décrochez surtout pas, car le meilleur, c'est sur Bénin TV. Ça, vous le savez. À bientôt.